Nous sommes jeudi 31 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chirfla Télévision. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré ce jeudi 31 octobre la journée mondiale des villes sur le thème Innovation et vie meilleure pour les futures générations. La cérémonie inaugurale, qui était présidée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé, a enregistré également la présence massive des autorités politiques, administratives et professionnelles du secteur. Un reportage d'Amadou Kamara et Foussine Keita. Les villes sont des moteurs de croissance économique. Elles fourmillent d'idées, de commerce, de projets scientifiques, d'innovation. Elles peuvent favoriser le développement à long terme des sociétés sur le plan économique, social et environnemental. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la Journée mondiale des villes le 31 octobre de chaque année. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale des villes le 31 octobre de chaque année. Le thème de cette année est Innovation et une vie meilleure pour les générations futures. Ce thème nous interpelle à la réflexion et à l'action pour des réponses adéquates pour notre mieux-être et surtout pour léguer aux générations futures un monde où il fera bon vivre. Dans un futur pas très lointain, c'est-à-dire d'ici 2050, la population urbaine mondiale devra pratiquement doubler, ce qui fera de l'urbanisation un des moteurs de la transformation du XXIe siècle. Cette journée permet de dresser le portrait des cités singulières misant sur l'innovation et l'intelligence collective en vue d'imaginer l'avenir. Un partenariat entre le gouvernement et l'observatoire permettra également à l'honneur les dernières innovations technologiques au service des citoyens pour transformer de manière durable les villes à travers le monde, a souligné la directrice nationale de l'observatoire des villes. Alors, la tenue de cette journée mondiale des villes, elle est très importante. Pour rappel, c'est l'ONU qui a voté la tenue de la journée mondiale des villes en 2013. Et en 2014, la première édition s'est tenue et elle s'est tenue à Shanghai, en Chine. Et depuis, chaque année, la journée mondiale des villes est célébrée partout dans le monde. Et pour vous dire, c'est vraiment le lieu pour les professionnels, l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement urbain durable, de réfléchir aux solutions de demain. Le Mali célèbre la Journée mondiale des villes en rappelant que la transformation nécessaire à notre modèle de développement ne sera possible que si elle répond aux rêves et aux attentes des communautés. Donc c'est une journée que le monde entier célèbre et fête évidemment. Mais au Mali ici, nous avons voulu que cette journée soit l'occasion pour nous de se pencher sur les défis que les villes du monde connaissent et que de facto les villes du Mali connaissent aussi. Et ce sont des défis qui sont liés à l'urbanisation accélérée de nos différentes villes. Ça a été dit tout à l'heure, quand vous regardez nos villes ici au Mali, les villes représentent plus de 50% de la population. Et évidemment, il y a eu beaucoup d'acquis au Mali. Il suffit de voir Bamako. Bamako est une ville importante, c'est une ville qui a beaucoup évolué au fur des années. C'est une ville où le commerce est en train de... il est florissant. C'est une ville où les aménagements ont été importants. Et c'est une ville qui s'est développée ces 20 dernières années. A noter que la Journée mondiale des villes est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique nationale sur les grands sujets de l'ère, de mobiliser l'engagement politique et les ressources nécessaires afin de relever les défis mondiaux, de célébrer et renforcer les réalisations de l'humanité.
Le Haut Conseil islamique a tenu une conférence de presse mercredi après-midi à son siège sur la situation politique du pays et notamment le processus de dialogue national inclusif en cours depuis le début du mois d'octobre. Le président de la fêtière islamique Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara a fait une importante déclaration au cours de la dite rencontre dont voici la version française interprétée par le secrétaire général du Haut Conseil islamique. Des propos recueillis par Sadio Sidibé et Fousseni Keita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasul. Louange à Allah le Tout-Puissant. Nous remercions la presse au nom du Haut Conseil islamique et de son président pour avoir répondu à notre appel, à notre invitation ce soir. Il s'agit d'apporter des précisions sur une des interventions récentes du président du Haut Conseil islamique du Mali par rapport à la question du dialogue national inclusif en cours. Le président tient à préciser que son intervention ne vise nullement à nuire au bon déroulement du dialogue. Il ne vise non plus à faire en sorte que les musulmans se retirent de ce dialogue. Le président du Haut Conseil islamique du Mali insiste sur le fait que plus l'inclusivité est grande, plus grandes seront les chances de réussite du dialogue. Nous avons constaté, après cette phase déconcentrée du dialogue au niveau des communes et des cercles, que beaucoup de nos représentants dans les communes et dans les cercles n'ont pas été associés au dialogue. Nous avons reçu des appels de la part de nos démembrements pour se plaindre de leur non-participation et de leur non-invitation au dialogue. Au-delà du Haut Conseil islamique, nous avons également reçu plein d'associations, des partis politiques, des organisations de la société civile qui ne sont pas satisfaits de l'organisation de dialogue à ce niveau. Le président du Haut Conseil islamique du Mali lance un appel à tout le monde, partis politiques, organisations de la société civile, pour leur pleine participation au dialogue. Et surtout aux organisateurs, au triumvirat, au comité national d'organisation, pour faire en sorte que l'inclusivité soit un acquis pour ce dialogue. Il y va de la réussite du dialogue. Au niveau du Haut Conseil islamique du Mali, nous allons prochainement organiser une rencontre avec nos démembrements. Et nous avons déjà travaillé auprès des partis politiques, de l'opposition, auprès des organisations des organisations de la société civile, pour que ces organisations, ces partis politiques acceptent de participer au dialogue. Nous allons le faire au niveau du Haut Conseil islamique, mais nous tenons à dire que les organisateurs doivent tout faire, mettre tout en œuvre pour que la phase finale de ce dialogue, qui est la grande réunion qui est en vue, qu'à cette grande réunion, l'inclusivité soit un acquis. Le Haut Conseil islamique du Mali est soucieux du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel à tout le monde pour que ce dialogue soit une sortie de crise, la crise dans laquelle nous sommes plongés depuis quelque temps. C'était là le message du Haut Conseil islamique du Mali, suite à l'intervention du président du Haut Conseil du Mali sur la question du dialogue. Interprétation qui a été faite de différentes façons, intervention qui a été interprétée de différentes façons, mais notre intention est de faire en sorte que ça marche pour que le dialogue soit une réussite. Je vous remercie. La traditionnelle visite de courtoisie du comité des Ansars de Lafiabougou au guide spirituel des Ansars à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara a eu lieu le lundi dernier à son domicile à Bankoni, Djankineboukou. Les militants sont venus très nombreux pour réitérer leur engagement au président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Moussa Foma pour le commentaire. Initié il y a plus d'une vingtaine d'années par feu Boubacar Ba, fervent disciple du guide représenté ici par son fils Moussa à la rencontre,
Cette visite est depuis instaurée dans le plan d'action du comité des Ansars de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. L'objectif vise à mobiliser trimestriellement l'ensemble des militantes et militants autour de Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara pour lui réitérer leur engagement et recevoir ses bénédictions. Cette rencontre qui vise à fortifier davantage les liens existants a été également une occasion pour les jeunes du comité de lancer un appel fort à la couche juvénile de notre pays afin que celle-ci suive la voie de la béatitude telle que prônée par Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara depuis des années. Notons que des témoignages sur les efforts consentis par le guide spirituel des Ansars au rayonnement de l'islam au Mali et ailleurs ont été des temps forts de la rencontre. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Vivement l'édition prochaine. Ouverture mercredi 30 octobre au Radisson Blu de Bamako d'une rencontre de haut niveau sur les réformes électorales au Mali depuis 1992. Initiée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMT, plusieurs acteurs politiques et des représentants de certaines organisations de la société ont pris part aux travaux. Un reportage d'Amadoun Diallo et Seydou Niari. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NIMD est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de promouvoir la politique paisible, juste, inclusive et représentative partout dans le monde. L'objectif recherché à travers cette présente rencontre de haut niveau entre acteurs politiques et organisations de la société civile est d'engager une large concertation pour parvenir à la mise en œuvre d'un pacte national des réformes en vue de renforcer le système électoral au Mali. L'objectif est que, comme on l'a vu tout de suite dans la présentation du consultant, on s'est rendu compte de 1992 aux dernières élections qu'on attend toujours la période électorale pour parler des élections. Or, dans la démocratie, la question électorale, ça doit être une question qui doit revenir de façon permanente. Donc les acteurs à la fois politiques, les acteurs de la société civile, les simples citoyens doivent pouvoir s'interroger, doivent être capables de s'interroger chaque jour sur les pratiques électorales du pays. Donc nous, on s'est proposé de réunir l'ensemble des acteurs à la fois de la classe politique, de la société civile et des citoyens, des personnes ressources pour venir discuter des réformes proposées depuis très longtemps et voir quelle priorité donner à quelle réforme par rapport à quoi. Est-ce qu'on va prioriser les réformes sur lesquelles il y a un consensus mais qui ne sont pas pertinentes pour la loi électorale, ou on va se concerter sur des réformes pertinentes pour la loi électorale pour à la fois consolider la démocratie et restaurer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Cette initiative, qui a été fortement saluée par l'ensemble des acteurs, a permis aux différents participants de mener des observations et de faire des contributions sur le processus électoral au Mali. Il s'agit notamment de la suspension du financement des partis politiques qui est, selon certains, une source d'achat de conscience en période électorale. La création d'un organe de gestion indépendant chargé d'organiser et de proclamer les résultats définitifs et bien d'autres questions d'intérêt politique ont été longuement débattues. Nous avons déjà abordé les fraudes, les contextes, l'organe unique de gestion qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et le débat est en train de continuer. Sauf qu'il est très important de comprendre que nous ne sommes pas dans un état normal. Donc la question d'élection pose énormément de problèmes. Et nous n'entendons pas non plus au cours de cette discussion d'aller vers une révision constitutionnelle. Nous pensons que cela n'est pas la peine et ce n'est même pas, l'opportunité n'est si même pas. Donc il est important de souligner tout ça. Nous sommes venus échanger pour faire des propositions concrètes. Et surtout à l'endroit du parti ADPM dont je suis le président, nous sommes même pour la suppression de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, sachant bien que l'élection coûte très cher au Mali. Donc la suppression de cette forme d'élection peut nous permettre d'économiser beaucoup plus de ressources financières. Et surtout, nous partageons avec les représentants, sinon les présentateurs de l'atelier, qui est une forme unique, un organe unique de gestion des élections. Aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose est la gestion des élections. Comme vous le savez, nous avons 3 organes qui gèrent actuellement les élections. L'État, à travers l'administration territoriale, vous avez la DGE, la délégation générale aux élections, et vous avez également la CENI, donc qui gère le processus électoral.
qui a en tout cas montré ses limites dans notre pays. Aujourd'hui, il est question pour l'ensemble en tout cas de la classe politique et des observateurs d'aller vers la création d'un organe unique de gestion des élections. Je m'en vais pour preuve, n'est-ce pas, on vous parle de 8 millions et quelques, n'est-ce pas, d'électeurs dans notre fichier électoral, alors même que ce fichier électoral fait l'objet de contestation. Et nous pensons qu'aujourd'hui la DGE est disqualifiée, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, notre fichier électoral. À cela s'ajoute le taux de participation aux élections et quelques aspects liés à l'insécurité dans certaines parties du territoire national, autant de facteurs négatifs qui pèsent sur le processus. Rappelons que cette rencontre de haut niveau sur les réformes électorales au Mali, qui s'est ouverte ce mercredi 30 octobre, se poursuivra jusqu'au jeudi 31 octobre 2019 au Radisson Blu de Bamako, avec tous les acteurs impliqués. Voilà un commentaire de Sadio Sidibé. En prélude à la deuxième édition du Salon international de l'artisanat du Mali qui se tiendra à Bamako à partir du 7 novembre prochain, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali a organisé un concours de dépeçage de moutons. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie pour être témoins du choix de celui qui représentera le Mali en matière de dépeçage lors du Siama. Un reportage de Maritou Diallo et Ibrahim Koulibaly. Une fois de plus, le savoir-faire malien est mis en exergue à travers ce concours de dépeçage de moutons dans les règles de l'art. Ils étaient 10 à concourir afin de choisir le meilleur parmi les bons pour porter le drapeau malien plus haut lors de la deuxième édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Ce concours, c'est pour dénicher les meilleurs, les jeunes talentueux que nous ne le savons pas. Cet après-midi, nous venons de nous rendre compte qu'effectivement, le métier évolue. Il y a eu des nouvelles générations qui ont montré leur talent cet après-midi. Donc, c'est des futurs formateurs. Dans chaque quartier, dans chaque commune, ils vont former d'autres jeunes pour qu'on puisse avoir des dépeceurs dans les communes. Il suffit d'appeler au point focal pour trouver désormais des dépeceurs lors des fêtes, à la fin des fêtes de Ramadan et à la fête des Tabaski. C'est un métier porteur. Un métier porteur, c'est un métier qui crée l'emploi et qui donne la richesse. Et ce métier fait ça exactement. Les jeunes diplômés sans emploi, ils peuvent profiter. À la fin du mois de Ramadan, et un bœuf au minimum, c'est 7 500 à 10 000. Donc s'ils arrivent à apprendre ces métiers, ils peuvent se servir pour avoir un fonds de roulement et après aller à leur qualification. Donc j'exhorte les jeunes à s'intéresser à ces métiers porteurs. Un métier qui peut apporter gros, il est donc opportun de le valoriser selon les représentants du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, département de tutelle de l'APCMM. Une impression de fierté et une impression de découverte de quelque chose que nous connaissons mais que nous ne connaissons pas vraiment à la portée. Et cela quand même est extrêmement important. C'est un métier que l'on voit pratiquer, mais qu'on ne connaissait vraiment pas la portée. Et aujourd'hui, l'édition de cet après-midi nous a permis de savoir, avec toutes les explications qui viennent d'être données par les techniciens qualifiés, nous a permis quand même de savoir que vraiment c'est un métier sur lequel il faudrait vraiment veiller et qu'il faudrait valoriser. Vraiment de valoriser les métiers que nous avons, de valoriser l'artisanat dans son ensemble, c'est de valoriser nos valeurs. Et ce métier, le métier de dépeçage est une de nos valeurs. Et cette valeur n'a vraiment pas de prix. Et certainement aussi, c'est d'encourager les jeunes candidats que nous avons vus, à l'instar des autres jeunes, vraiment de se mettre à la tâche et que le métier de dépeçage est un métier porteur et c'est un métier qu'il faudrait valoriser et qui peut rapporter gros. Les 3 premiers ont reçu des attestations pour récompenser leur mérite. Ils seront formés et bénéficieront d'équipements adéquats. Voilà ce qui fait à présent l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé. Les autorités guinéennes ont annoncé qu'elles ne pouvaient pour l'instant restituer aux familles les corps des manifestants tués récemment, alors que l'opposition comptait faire de leurs funérailles une nouvelle occasion de défiler contre le président Alpha Condé. La protestation vise le projet prêté au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la constitution qui l'empêche de concourir à un 3e mandat.
Toujours l'actualité politique cette fois-ci en Tunisie. La présidence du gouvernement tunisien a annoncé mardi le limogeage d'Abdelkrim Zididi et de Kemes Zinaoui, respectivement ministres de la Défense et des Affaires étrangères, au moment où des négociations ont démarré pour la formation d'un nouveau cabinet dans le sillage des élections législatives et présidentielles. Le communiqué ne donne pas d'explication sur ces limogeages. Abdelkrim Zididi a été candidat à l'élection présidentielle où il est arrivé en 4e position lors du premier tour en septembre avec 10,1% des voix. Ils sont en grève depuis plus d'une semaine pour protester contre une hausse des droits de scolarité. Hier, la police a dispersé leur assemblée générale. Ils sont particulièrement remontés parce qu'ils estiment être la disparition du président de leur association, Julius Katerega, a été mené par les inconnus quelques minutes après qu'il a donné mercredi 30 octobre une interview à la télévision nationale. 9 étudiants ont été suspendus et 26 autres ont reçu un avertissement, dont Marion Kirabo, qui siège à l'exécutif de l'association étudiante. Les pluies diluviennes ont causé le débordement du lit du fleuve Ubangui et entraîné des inondations, ont laissé derrière elles plusieurs familles sinistrées. Une situation qui a obligé le gouvernement à entreprendre une opération de réinstallation. Le nombre de personnes en difficulté et sans abri se compte par milliers. Le gouvernement a lancé une opération de réinstallation il y a 24 heures afin de permettre aux plus vulnérables d'être dans des conditions plus ou moins acceptables. Environ 2500 ménages composés essentiellement des femmes et des enfants ont été transportés sur le site retenu, le complexe de basketball de Bangui. D'après les autorités, la situation est grave. L'État seul ne pourrait apporter une réponse appropriée, d'où le besoin d'aide pressant qui s'est fait sentir, d'après la ministre de l'Action humanitaire venue sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Et enfin, pour terminer cette information, en Libye, des jours, des semaines sans manger, des conditions de détention que n'arrivaient plus à surmonter les quelques 450 migrants qui manquent à l'appel au centre de détention d'Abdou Salim en Libye. Dans la soirée de mardi, ils ont pris la clé des champs et ont veillé toute la nuit devant une agence locale du HCR, l'agence onusienne pour les réfugiés, afin d'appeler à l'aide. Selon des migrants, certains des détenus ont été forcés de demander de l'argent à leur famille pour soudoyer la police afin que celle-ci leur ramène de la nourriture. Quant aux malchanceux qui n'en ont pas eu l'occasion, ils ont dû coopérer avec la faim. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne soirée sur Chirfla Télévision.